merci d'être venu. Alors, normalement sur la fiche, c'était marqué les robots peuvent-ils surpasser les humains. En fait, j'ai mis ça sur les robots et les humains plutôt, c'est les interactions des machines et des hommes. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer en fait, les capacités de calcul des machines, leurs limites, et en fait, où on en est à peu près actuellement dans la liaison robot-humain. Alors, robot, ça vient d'une pièce qui avait utilisé ce mot-là. Et donc, ça vient du mot robota, qui signifie travail, besoin, corvée, etc. Et machine, donc, c'est invention ingénieuse, dispositif. Donc, en fait, le tag qui est mis actuellement sur les robots, c'est esclave astucieux. Et le problème, c'est, d'après la théorie de Hegel, c'est que l'esclave peut-être un jour surpasser l'homme. Et donc, ça pose problème. Si on regarde un petit peu l'histoire de la relation entre l'homme et des possibles robots, en fait, on a d'abord le mythe de Talos, donc un androïde de métal qui pouvait faire des choses assez remarquables. Donc c'est déjà 2000 avant Jésus-Christ. Ensuite, on a le mythe de Pygmalion, où c'est une statue qui prend cher, et c'est aussi dans ces eaux-là. Donc c'est quelque chose qui est très ancien dans l'humanité, hein, c'est-à-dire d'avoir des possibilités d'avoir des androïdes, et à la limite qu'ils fassent des choses pour nous, ou contre nous. Ensuite, il y a eu des vraies inventions. La première, ça a été un automate hydraulique, enfin la première connue en tout cas. Donc c'était des animaux qui bougeaient avec l'eau. C'était un jardin comme ça qui était assez merveilleux, c'était par l'époque. Et 300 ans avant Jésus-Christ. Dans les mêmes eaux, en fait, il y a eu aussi des travaux sur les portes qui étaient faites avec une machine à vapeur, tout ça. Enfin, il y a eu des inventions assez géniales. Ensuite, il y a eu des automates mécaniques en Arabie. Donc il y a eu développement là-dessus, et ensuite on va revenir en Europe. Et donc il y a eu différentes avancées, plutôt d'automates. Il y a même eu un faux automate qui était en fait un joueur d'échecs qui jouait très bien, sauf qu'il y avait un nain dedans la machine. Et les gens voulaient croire que c'était une machine qui jouait contre eux. Et il jouait très bien, hein, le nain en question, donc ça a marché fortement. Ensuite il y a eu donc la volonté de transformer en fait, les machines pour qu'elles puissent faire des calculs. Alors la machine la plus connue, c'est celle de Pascal, en 1642. En fait, le père de Pascal était comptable chez le roi, tout ça, et il avait besoin de faire des additions, des soustractions. Et comme Pascal était un génie, il a inventé une machine juste pour faire ça, des additions, des multiplications, des soustractions. Et après, il y a eu des améliorations pour la transformer en machine capable de faire des multiplications. Et tout ça, c'est des machines qui sont relativement limitées, dans le sens qu'elles font une tâche, elles la font bien, c'est mécanique, et c'est peu programmable. Donc on peut considérer peut-être que les premières machines qui sont programmables, c'est-à-dire qu'elles ont plusieurs tâches, c'est les machines qui ont servi pour les machines à tisser, et on pouvait donc modifier l'usage de la machine pour faire différents tramés au niveau des tissus. Donc là, on commence à avoir une notion de programme, c'est-à-dire qu'on a une machine, mais en même temps, elle peut servir à plein de tâches différentes, et on voit que ça passe par l'introduction de l'information au niveau de la machine. Alors, la machine qui est vraiment la base de tout, je vais vous la présenter, donc c'est l'ordinateur, vous connaissez, mais en fait je vais la présenter d'un point de vue quasiment mathématique, qui est en fait la machine de Turing. Alors vous avez un superbe film actuellement qui passe, qui s'appelle Imitation Game, qui est sur la vie de Turing. Donc c'était un génie des années 40, et il est mort, enfin bon passant. Et je veux dire qu'il est mort bêtement, enfin bon passant. Et donc il avait inventé un modèle en fait mathématique dans les années 30 sur le fait de comment on pouvait faire une machine qui calcule. Au début c'était un modèle, c'était des maths pures, hein, et après il a utilisé donc, pour casser le code d'Enigma pendant la guerre de 40. Et en fait le modèle est très simple. Vous avez en fait, là c'est un dessin, je vous donne une petite vidéo qui vous présentera un petit peu mieux comment ça marche. En fait, vous avez en fait un ruban qui contient là, dans ce cas-là, des 0 et des 1. Ça peut être d'autres formes de symboles, mais ça va être cela en général. Et puis vous avez ce qu'on peut appeler un programme qui va se commenter en fait par un diagramme, et qui va, en fait ce programme il ne peut pas faire grand chose, il peut être capable de lire, enfin on a une tête de lecture hein, qui chemine sur le ruban, un peu comme une bande magnétique, hein, et on est capable donc de lire ou d'écrire à l'endroit où est la tête de lecture, donc de lire le symbole qui s'y trouve, et en fait en fonction du symbole qui s'y trouve, on pourra faire des écritures, changement de symbole,
ou des déplacements de la tête de lecture de la droite vers la gauche, différentes fonctionnalités de cet endroit-là. Donc une machine vraiment très sommaire. Hein. Imaginez une bande magnétique, tête de lecture, je regarde ce qu'il y a sur la tête de lecture, suivant ce qu'il y a, j'écris un symbole et je vais vers la droite ou vers la gauche de la tête de lecture. Et donc je vais vous montrer une petite vidéo qui vient. C'est un exemple de programme qui est sur le net, hein, enfin, qu'on peut télécharger. Donc là, c'est la programmation de la machine. C'est-à-dire que pour programmer la machine en question, on définit ce qu'on appelle des états, et on va définir des transitions entre états qui sont représentées par les flèches. Et en fait, ces transitions disent en gros, si tu trouves tel symbole sur la tête de lecture, tu le remplaces par tel symbole, et après tu vas à droite ou à gauche, symbolisé par R, right ou left, gauche. Et ensuite, en bas, on va avoir, en fait, en bas, oui, ici, vous allez avoir la tête la bande magnétique, et le programme va se dérouler. En fait, on va passer d'un état à un autre état. On est dans cet état-là, on va à cet état-là, on fait des modifications, et la bande ici se modifie. Donc c'est vraiment très très simple, c'est vraiment la machine la plus simple qu'on peut inventer. Et d'un point de vue mathématique, elle est intéressante parce que ça, on peut trouver plein de théorèmes simples. Donc cette machine, après, elle a été améliorée par von Neumann, où il a remplacé en fait le ruban ici par de la mémoire, et le programme là, qui est représenté sous forme d'automate par des programmes avec des langages machines, etc. Donc on a eu quelque chose de plus sophistiqué. Mais, en fait, le théorème qui est derrière, c'est que toutes les machines que vous utilisez, en fait, reposent sur le principe de cette machine de von Neumann, c'est-à-dire que ça n'a pas changé. Ça va plus vite, c'est plus de processeurs, tout ce que vous voulez, mais ce que calcule une machine de von Neumann, ou ce que calcule votre ordinateur, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Il y a juste une différence en termes de temps. La machine de von Neumann ou de Turing mettra, la machine de Turing mettra peut-être 100 ans pour rendre un calcul, alors que l'autre mettra peut-être 10 minutes. Mais sur la capacité de calcul, c'est la même. Donc, en fait, tous les programmes classiques, je le disais, peuvent être représentés par la machine de Turing. Et en fait, il y a un résultat nouveau qui est paru dans les années 90. En fait, c'est des nouvelles machines, mais ça, vous n'avez pas en accès, et moi non plus, qui sont des machines quantiques. Et elles, peut-être, elles ont même des capacités plus puissantes que les machines de Turing. Bon, enfin, déjà, limitons-nous aux machines de Turing, c'est ce qui est mis en place dans les robots. Et regardons un petit peu ce qu'on peut faire avec ce mécanisme. Donc, si on regarde le cerveau humain, grossièrement, on peut considérer qu'il est capable de faire 2 fois 10 puissance 14, je vous l'ai marqué en nombre, opérations logiques par seconde. En gros, c'est un cerveau humain, il y a 2 fois 10 puissance 12 neurones qui sont interconnectés. Chacun peut changer de valeur, de commutation, et cela pas plus de 100 fois par seconde. Donc ça vous fait en gros, potentiellement dans le cerveau, vous pouvez faire donc 2 fois 10 puissance 14 opérations par seconde. Ce qui est quand même pas mal, pour remarquer. Si vous mettez en fait tous les humains en connexion, c'est impressionnant. Sauf que, bon, déjà il va y avoir des limitations après, mais bon, globalement c'est ça. En 2013, donc c'est récent, Fujitsu avait mis en place une simulation de cerveau sur un ordinateur. C'était l'ordinateur de 2011, le plus puissant en 2011. Et en fait, il avait fallu 40 minutes de travail à cet ordinateur pour simuler 1 seconde d'activité cérébrale humaine. Oui, le gap est important. 40 minutes, 1 seconde, et ça fait seulement 1% de l'activité humaine. Donc, on peut se dire, bon, encore des beaux jours devant nous. Sauf qu'il va falloir peut-être un petit peu changer la vision là-dessus. En fait, il y a une loi, enfin une loi, c'est pas exactement une loi, c'est une conjecture, en fait, la même loi de Moore, qui montre en fait que tous les 2 ans à peu près, la puissance de l'ordinateur double. Ça veut donc dire que si on revient sur ce cas-là, en fait, maintenant, avec l'ordinateur de 2015, on aura 2%. Puis après, on aura 4%. Puis après, ça double chaque fois. Donc, 8, 16, etc. Donc, c'est puissant. Et donc, si on utilise cette loi, cette conjecture, qui n'est pas bloquée, parce qu'il y a des problèmes physiques en fait, qui interviennent, on subodore qu'il va y avoir. On est à peu près certain que vers les années aussi 2019-2020, on aura des problèmes des ordinateurs parce que les processeurs seront tellement petits qu'on touchera à l'atome. Donc au bout d'un moment, on ne pourra pas descendre beaucoup plus bas. En fait, il y a une autre voie qui se dégage actuellement, qui est en fait de quadrupler les processeurs sur l'ordinateur. Donc sur KD, on a des ordinateurs simple cœur, double cœur, quadruple cœur, etc. Et potentiellement, ça va aller vers là, certainement à l'infini, au moins très loin.
Et donc, en fait, la puissance de l'ordinateur continue de doubler tous les 2 ans. Et donc, la projection qui dit qu'à peu près vers 2020, 2019, il y en a qui sont un peu plus pessimistes, qui disent 2030, on aura donc un ordinateur sur Terre ayant les mêmes capacités de calcul qu'un cerveau humain, semble réaliste. Ensuite, si on fait la projection, mettons que ce sont 2020, on aura un ordinateur très puissant et très gros, quelque part sur Terre, qui sera la capacité de calcul humain. On peut considérer qu'à peu près 10 ans plus tard, ces ordinateurs seront sur le bureau. Donc vous aurez tous, dans les années 2040, si on est là encore, la possibilité donc d'avoir chez vous quelqu'un qui aura potentiellement les mêmes capacités qu'un cerveau humain au niveau du calcul. Après, l'utilisation, c'est pas automatiquement aussi simple que ça, mais il n'y aura pas de limitation. C'est-à-dire que souvent les chercheurs ont dit quand ça ne marche pas, on peut sortir un veto actuellement en disant oui, ben, ça ne marche pas parce que nos ordinateurs ne sont pas assez puissants. On sort ce veto. Mais là, en 2020, on ne peut plus sortir, parce qu'en 2030, on aura des ordinateurs assez puissants pour simuler l'humain, donc ça pourra plus être sorti comme ça. Donc on verra ce qui se passe à ce moment-là. Alors, quels sont les avantages? Enfin, je fais rapidement, mais l'homme est en puissance de calcul qui est quand même colossale, capable de gérer la précision. Donc ça, c'est une des grandes capacités de l'humain. Être capable de s'adapter à la précision, de gérer des connaissances imparfaites, incertaines. Ça, le robot fait ça. L'ordinateur fait ça pas très bien. Ensuite, l'humain, actuellement, n'utilise que 10 à 20% de la puissance de son cerveau. Donc ça veut dire qu'on pourrait réussir à avoir quasiment un cerveau humain sur son bureau beaucoup plus tôt que ce que j'ai dit. Et sa grande limitation, en fait, c'est la capacité de mémorisation assez limitée. À part pour certains cas particuliers de gens qui sont autistes, de mémoire élitique, des choses comme ça. C'est assez rare, mais ça arrive quand même. Les humains ne mémorisent pas tout, ils ne conservent pas toutes les informations. Donc ça fait que l'humain, quand il doit résoudre un problème, il va utiliser des stratégies différentes de ce que va utiliser la machine. La machine, donc, on a vu, donc, on a une puissance de calcul qui est moindre actuellement, mais ça ne devrait pas durer longtemps. Ensuite, on a une mémoire sans perte. Je veux dire par là, c'est qu'on peut mémoriser des données, les modifier, faire des traitements gigantesques. On a aussi la rapidité, le parallélisme des calculs. On peut mettre une machine en réseau, elles peuvent communiquer avec elle très facilement. Et la grosse difficulté des machines actuellement, c'est qu'elles sont assez sensibles à l'erreur. Alors il y a eu des gens qui ont travaillé sur ça, c'est-à-dire est-ce qu'on peut réussir à faire des programmes qui soient moins sensibles à l'erreur. Actuellement, si vous prenez un programme d'ordinateur et que vous considérez que vous avez par exemple un pistolet qui tirerait sur le programme pour modifier ces 0 en 1, en fait, au bout de quasiment 10 tirs, parfois 10 tirs dans votre programme ne marchera plus. Donc il faut peu de modifications de votre programme pour qu'à la fin il ne marche plus. Et parfois un seul se suffit. Donc c'est très très sensible à l'erreur. Alors que l'humain, c'est pas le cas, en fait l'ADN peut être modifié, etc. Donc il est beaucoup moins sensible à problème d'erreur. Il est plus adapté en fait au changement. Donc, je vais vous montrer un petit truc rapidement. Pour montrer la puissance de calcul que vous avez sur vos ordinateurs, j'ai fait un petit truc tout à l'heure juste pour m'amuser comme ça. Et je l'ai mis là. Voilà. J'ai fait un fichier texte qui contient en fait 1 gigaoctet. Donc, 1 milliard de caractères. Voilà. Ça, c'est ce que peut traiter un ordinateur. Donc ça, chaque ligne, c'est 100 caractères. Et voilà, donc je débaroule là, et je suis en train donc de vous montrer ce que c'est qu'un gigaoctet. Donc je fais des pages. En gros, si vous considérez qu'un humain doit écrire 1 gigaoctet de données dans sa vie, il va y passer sans compter qu'il va faire simplement pas mal d'erreurs. Je ne sais pas combien j'ai passé de pages, hein, enfin, bon, en gros, vous voyez, je débaroule comme ça. Voilà, c'est très 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 long. Ça vous donne aussi un peu l'idée de ce que c'est qu'un milliard de dollars. Bref, voilà. Donc, pour l'intelligence artificielle, donc, en fait, le problème, c'est une définition de ce que c'est qu'il y a. Au début, les gens considéraient qu'à partir du moment où on aurait une machine capable de jouer aux échecs, par exemple, il y avait différents tests qui étaient mis en place, capable de jouer aux échecs et de battre le meilleur humain, on aurait eu une intelligence artificielle sur Terre. Et en fait, bon, la définition d'IA a changé au fil des années, donc, et en fait, on peut considérer que celle qui est actuellement, qu'on peut considérer valide actuellement, donc c'est une partie de la science des ordinateurs, informatique,
qui est concerné par tout ce qui est l'automatisation des comportements dits intelligents. Alors, en même temps, c'est une définition complètement récursive, c'est-à-dire qu'on met dans la définition d'intelligence artificielle, mais sur intelligence. C'est un petit peu compliqué. Bref, je ne vais pas aller plus loin, enfin, j'en reviendrai peut-être dessus si vous voulez, mais. Donc, comment on travaille un robot? En fait, le robot, souvent, quand il a un traitement, suivant l'espace de recherche, c'est-à-dire en gros combien il a de cas à regarder, il va pouvoir comme ça explorer l'ensemble des cas possibles. Donc si on a par exemple un jeu de taquin particulier où il faut en fait réussir à mettre cette forme-là, les nombres que l'on a, en fait on peut partir d'une position et puis après explorer différentes possibilités et voir si on arrive à la position. Donc c'est vrai que si le jeu est assez limité, on peut explorer l'ensemble de l'espace des possibles et trouver la solution. Par exemple, si on prend un jeu de morpion avec 3 par 3, on peut facilement explorer cela. Dès qu'on va avoir des jeux plus compliqués, comme le jeu de dames, le jeu d'échecs ou le jeu de coups, là, la stratégie ne peut pas marcher de cette façon-là. Alors pourquoi je vous montre ça? C'est pour vous montrer comment un ordinateur raisonne, travaille, pour montrer un petit peu la différence qu'il peut y avoir entre un humain et un ordinateur, en fait, au niveau de la façon de raisonner. On voit que l'ordinateur va utiliser fortement le fait qu'il ait de la mémoire. Clairement, si les humains, si demain on vous donnait à tous la capacité de stocker la mémoire comme un ordinateur, ça serait impressionnant. On pourrait faire quelque chose qui serait assez impressionnant. C'est-à-dire que vous aurez les capacités de traitement, plus la mémorisation. À ce moment-là, les capacités cognitives seraient complètement différentes. Un autre jeu donc, classique, c'est le jeu de dames anglaise. Donc c'est un jeu de dames un peu comme les... Ça ressemble à une française, il y a des règles plus simples sur le mouvement des dames à la fin. En fait, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, ça a beaucoup de combinaisons, mais il n'y a pas tant que ça. Et en fait, le jeu de dames anglaise, les ordinateurs maintenant sont quasi imbattables à ce jeu-là. Un autre jeu, ah oui, donc le jeu de dames anglaise, bon, oui, on avait utilisé des stratégies. En fait, les stratégies qui sont utilisées pour les jeux comme le jeu de dames ou le jeu d'échecs, c'est une stratégie qu'on appelle alpha-bêta. En fait, ça va être comme tout à l'heure, une histoire de parcours d'arbre. Alors ça, c'est en fait le jeu va descendre dans son analyse jusqu'à une certaine profondeur. Dans mon cas, en fait, il va analyser là, on va dire 5 coups. Donc, il joue, je joue, il joue, je joue, 4 coups de profondeur. Et donc, il descend dans son analyse comme ça. Et au niveau du bas, il lance une fonction d'évaluation. Dès qu'il arrive à une position comme celle-là, il lance une fonction d'évaluation et il remonte au niveau des différents, dans son parcours, l'évaluation qu'il a eue. Donc après, il sait par exemple que ici, le meilleur coup qu'il a trouvé, par exemple, ça va être à cet endroit-là. Donc il parcourt comme ça. De temps en temps, il va couper certaines branches. Donc c'est pour ça qu'on appelle alpha-bêta. Enfin, il va avoir des possibilités de couper certaines branches parce qu'il sait qu'il ne pourra pas améliorer à partir de cette position-là, il ne pourra pas trouver quelque chose de meilleur que ce qu'il avait trouvé, par exemple, ici. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très systématique. On explore un arbre de recherche jusqu'à une certaine profondeur. On utilise la mémoire fortement, parce qu'il faut être capable de mémoriser tous les coups, être certain qu'on n'en a pas oublié, et après on remonte l'évaluation, et en fonction de l'évaluation qui a eu lieu, on sait que le coup à jouer, ça va être, mettons, celui-là. C'est une stratégie qui a marché très très bien pendant des années. On a considéré que c'était vraiment une grande invention, c'est toujours d'ailleurs considéré comme une grande invention de l'intelligence artificielle. Et ça a donné donc cela. En 1997, donc, il y avait Deep Blue, donc un ordinateur, qui a battu le champion du monde d'échecs à l'époque. Et en fait, il a battu pour différentes raisons. En fait, il avait une bibliothèque d'ouverture énorme, une bibliothèque de finale aussi impressionnante. Donc, ouverture, c'est le début de partie, finale, c'est tout ce qui est en fin de partie. Et il n'a pas gagné toutes les parties contre Kasparov, c'est une partie qu'il a perdue. Mais clairement, quand on arrive à des positions comme ça, contre un ordinateur, on est très mal. Parce qu'il y a des capacités de calcul de l'ordinateur arrivent vite. C'est-à-dire qu'on est capable lui, il est capable de voir toutes les possibilités de cette position-là. Et en fait, les humains, ils vont avoir des problèmes pour jouer dans ce cadre-là. C'est très difficile de s'en sortir sans faire d'erreur. Parce qu'il faut avoir une analyse. Enfin, il a analysé à 7 coups à l'avance. Ça a l'air beaucoup, mais en même temps, c'est pas tant que ça. Et en fait, quand on joue contre un ordinateur, on ne joue pas exactement comme quand on joue contre un humain. C'est-à-dire qu'un ordinateur va jouer des positions beaucoup plus positionnelles qui vont favoriser en fait l'intelligence humaine plutôt que des positions tactiques qui vont favoriser l'intelligence de l'ordinateur. Donc, en tout cas, si on considérait que l'intelligence est prouvée quand on est capable de battre le champion du monde aux échecs, les ordinateurs sont intelligents dans ce cadre-là. Ensuite,
ce qui se passe dans ce genre de méthodologie, c'est qu'elles sont bloquées. C'est-à-dire qu'on a un programme, il marche très bien, mais pour le faire évoluer, on est obligé de changer plein de choses. En fait, en 1998, j'ai rencontré des chercheurs à cette conférence, là, qui est une grosse conférence mondiale d'apprentissage, et ils travaillaient sur le fait de pouvoir en fait faire en sorte que le programme d'ordinateur change l'évaluation des positions tout seul. C'est-à-dire que pour évaluer la position, en fait, l'ordinateur a différentes caractéristiques, comme par exemple colonne ouverte, domination du champ, etc. Il y a des évaluations de ces différentes caractéristiques, et en fonction de ça, il évalue la position. Et en fait, le programme qu'ils avaient fait, c'est un programme qui n'avait aucune connaissance sur l'évaluation des caractéristiques, et au fur et à mesure des parties, il changeait l'évaluation de ces caractéristiques. Et j'y ai joué contre ce programme, et j'ai joué sur le net à l'époque, et en fait, la première fois que je l'ai rencontré, il joue très mal, c'est vrai, il était à 1200, c'était débutant, c'est vraiment Dieu. Et j'ai joué après lui contre lui 2 mois plus tard, et là il était à 2100, il m'a battu. Bref, c'était intéressant de voir qu'il était capable, en très peu de temps, de passer d'un niveau débutant à un niveau très bon joueur. 2100, c'est vraiment très bon joueur. Il faut savoir qu'il y a une différence de 100 en Elo, ça veut dire que vous avez 90% de chances de perdre. Si vous avez un joueur de 1300 qui joue contre un joueur de 1200, il a 90% de chances de gagner. Donc ça veut dire passer de 1200 à 2100 en Elo, c'est une évolution faramineuse. Et en fait, donc, ce programme-là est capable donc, d'évolution au niveau de ses caractéristiques, mais il n'était pas capable en fait d'apprendre des nouvelles caractéristiques. Il était capable de changer l'évaluation des informations qu'on considérait comme importantes. Donc ces informations sont connues par les humains, elles lui avaient été fournies, mais il n'était pas capable par lui-même de trouver quelles sont les informations pertinentes, importantes, pour savoir évaluer une position. Et depuis, j'ai travaillé dessus, ça, et donc il y a eu des améliorations, et maintenant, enfin, non seulement la machine est capable de changer ses évaluations, mais elle est capable de se faire ses propres concepts, un peu comme s'il faisait son propre langage, okay, pour décrire une position d'échec. Et donc, c'est quelque chose de plus fort. Le jeu de Go, alors ça a été un casse-tête pendant des années, donc c'est un jeu qui est difficile à mettre avec la donne alphabéta, parce que vous avez un Goban qui est de 20 par 20, bref, qui est assez grand, je ne sais plus la taille, en fait, ça doit être 20, bon, 14, bref. Un grand nombre de lignes, un grand nombre de colonnes, ce qui fait que vous pouvez jouer partout sur le Goban, et donc les nombres de possibilités à chaque étape sont énormes. Donc quand vous essayez d'utiliser la gomme alphabéta, comme il est obligé de parcourir sur une certaine profondeur d'analyse, tout de suite, au bout d'un niveau 3 ou 4, il va être saturé. Ça, sinon, il n'y a pas bon 5. Alors que les grands joueurs de Go, eux, vont pouvoir faire des analyses jusqu'à 20 coups sans problème, mais dans des chemins particuliers d'analyse. Et donc, pendant des années, personne n'a réussi à casser ce problème-là, sauf que dans les années 2000, en fait, il y a eu quelqu'un qui a une idée intéressante, qui vient d'autres mécanismes d'apprentissage, et en fait, l'algorithme est d'une simplicité étonnante, mais c'est une façon de... Il y a une petite erreur sur le coup. C'est une façon de faire qui est absolument inhumaine. C'est-à-dire que, partant d'une position donnée, l'algorithme va essayer au hasard des coups valides. Il va essayer comme ça. C'est un jeu où le Goban se remplit. Donc, il essaie au hasard des coups valides. Et il regarde, donc j'ai essayé plein de coups valides, j'ai gagné. J'ai essayé plein de coups valides, et j'arrive, je perds. J'essaie encore plein de coups valides, je gagne, je perds. Donc, comme ça, il analyse un petit peu quels sont les coups qui vont lui permettre de gagner, quels sont les coups qui lui permettent de perdre, enfin, qui vont entraîner une perte. Et comme il est capable d'analyser comme ça des parties 3000 en une seconde, en fait, en une minute, ça fait 60 fois plus, donc il est capable d'analyser un grand nombre de parties. Et en fait, il arrive à trouver des bons coups, et à tel point que maintenant, ce programme-là, avec des améliorations, avec un petit peu d'alphabéta dedans, il est capable de jouer au niveau maître Go, ce qui était une gageure il y a cela 10 ans. Donc, 15 ans plutôt. Donc, c'est encore une autre façon de penser, enfin de faire penser la machine, qui repose donc sur un algorithme complètement inhumain. Un humain ne pourrait pas travailler comme ça. Alors, pour finir un peu sur l'IA, enfin, on dit souvent en IA, un ordinateur ne peut pas créer. Ben voilà des exemples. Bon, ce n'est pas une preuve formelle de la créativité d'un ordinateur. Vous allez me dire, il n'y a pas de sentiment, parce que d'accord. Je suis d'accord. En fait, il est capable de faire ces œuvres-là. Vous pouvez les apprécier ou ne pas les apprécier, mais en fait, c'est des œuvres qui ont été faites par un ordinateur avec un programme. Vous pouvez dire que c'est une simulation,
de l'intelligence humaine. Mais il y a quelque chose d'intéressant de voir que, en fait, l'IA s'attaque à tous les domaines de l'intelligence. Et la création aussi, on pense, par exemple, d'ici quelques années, beaucoup de romans seront faits directement par des ordinateurs. On s'en peut-être un peu vite, mais voilà. En tout cas, il y a des choses intéressantes ici. Voilà. Alors, si on revient sur l'histoire d'être intelligent, on peut avoir plein de définitions de ce que c'est que l'intelligence, et c'est pas du tout simple d'en avoir une correcte. Hein. Moi, j'aime bien celle-là, posséder le sens de l'humour, hein, à la fin. Elle est utilisée dans le film qui s'appelait Johnny 5, où il y a un robot qui devient intelligent, et pour prouver qu'il est intelligent, à un moment donné, on lui raconte une blague, qui est d'ailleurs pas mal. Et il se met au bout d'une longue réflexion pendant toute la nuit, à la fin, il arrive à rire de la blague en question. Je le raconterai à la fin si vous êtes intéressé. Et donc, voilà, on peut mettre différents éléments d'intelligence partout. En fait, c'est difficile de dire qu'est-ce que c'est que l'intelligence. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, voilà, ça c'est l'intelligence, c'est pas l'intelligence, c'est l'intelligence humaine que l'on plaque sur les êtres vivants, sur les machines. Et c'est compliqué. Pour avoir une définition, on va voir un petit peu de notion de définition, je vous donnerai si vous voulez la mienne à la fin, mais bon, on peut avoir différents éléments d'intelligence. Il y en a une qui m'a intéressé, c'est voir un petit peu comment vous réagissez là-dessus. Donc il y avait des guêpes qui ont en fait un algorithme, il est sur la gauche ici. Donc c'est une guêpe qui a pour but d'aller chercher des chenilles et de pondre ses œufs dedans, c'est-à-dire qu'après les œufs vont éclore dans la chenille, donc ça la chenille va être mangée, mais elle n'est pas contente, enfin les bébés guêpes sont contents. Donc l'algorithme, hein, la méthodologie utilisée, la recette utilisée par la guêpe, c'est le suivant. Elle creuse un trou, elle met une pierre à l'entrée du trou, comme ça il ne peut pas avoir une autre guêpe qui va en profiter ou d'autres bestioles qui vont rentrer dedans. Ensuite, là c'est un point 1, elle va chercher une chenille, donc elle va tourner, elle va trouver une chenille, elle va la piquer, donc elle immobilise, donc la chenille du coup plus, c'est nickel. Après elle prend la chenille, elle va la mettre près du trou, et je rappelle qu'il y a une pierre dans le trou, donc elle va enlever la pierre du trou. Elle va descendre dans le trou pour voir s'il est bien vide, elle est très méfiante, la guêpe. Et puis après, elle va chercher la chenille, elle la met dans le trou, elle rebouffe le trou, puis voilà, elle est contente, elle fait son boulot. Le truc qui se passe, c'est que quand la guêpe est venue près de son trou et qu'elle a cherché à voir, elle est descendue dans le trou pour voir s'il y avait quelqu'un, si à ce moment-là on prend la chenille et qu'on la déplace, pas beaucoup, hein, mais juste 5 cm, hein, à ce moment-là, la guêpe va revenir à l'endroit où était la chenille, qui n'aurait pas dû bouger, hein, je suis d'accord, enfin, donc elle revient à l'endroit où était la chenille, elle la trouve pas, donc elle se dit, bon, donc après elle va tourner un petit peu, ben, elle l'a trouvée, génial, donc elle revient vers le trou, bon, il n'y a pas la pierre, etc., mais elle redescend dans le trou pour voir si de nouveau il n'y a pas quelqu'un qui était. Et si on redéplace la chenille, elle va continuer comme ça à boucler à l'infini tout le temps, donc elle va rechercher la chenille, elle est dans le trou, rechercher la chenille, elle ne va pas finir, et elle s'en sortira pas. Donc elle est, si on regarde son comportement, on peut considérer qu'elle est un peu folle, un peu débile, un peu ce que vous voulez, son algorithme n'est pas suffisant. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une autre guêpe assez proche, elle a juste une petite modification dans son programme en fait, et elle, on fait le même truc, elle retrouve la chenille, elle la met dans le trou, et il n'y a pas de problème. Donc vous voyez, à très peu de choses près, on peut avoir un comportement qu'on peut considérer comme idiot, puis un comportement qu'on peut considérer comme intelligent. On peut vous dire que bon, c'est des guêpes, c'est pas intelligent, on peut en discuter aussi. Mais pour moi, c'est une intelligence génétique. Par exemple, ça, actuellement, faire des robots qui ont les capacités d'une mouche ou d'une guêpe, on ne sait pas le faire. Ce point-là. Okay. On est capable de faire un robot qui est capable de bouger aussi bien qu'une mouche, qui est capable de s'adapter, tout ça, c'est quand même compliqué. Bon, pas loin, mais c'est complètement compliqué. Alors, un exemple. Dans celui-là, cet exemple, je l'ai en tête, je l'ai entendu, mais je n'ai pas retrouvé la source. Donc, je vous mets des bémols dessus. Peut-être que je dis quelque chose qui n'est pas complètement vrai. En fait, c'était quelque chose qui m'intéressait et je pense que j'ai pas pu observer non plus. Donc, voilà. Donc l'idée, c'est vous avez une grange avec du grain et vous avez des corbeaux qui veulent manger dans la grange. Et il y a des humains qui passent leur temps à rentrer dans la grange et en sortir. Et ce qui se passe, c'est que il y a un humain qui rentre dans la grange, donc les corbeaux sont bons, et quand ils sortent, bien sûr, les corbeaux reviennent. Ok, jusque là, c'est ça. Puis mettons 5 humains qui vont dans la grange, et vous en faites sortir 4. Les corbeaux ne reviennent pas. Heureusement, quand vous en faites sortir le 5e, qui vont revenir. D'accord ? C'est intéressant. Et en fait, ils commencent à se tromper autour de 8. Donc les plus intelligents disent ah, il y en a encore des humains. Donc il y en a 9 qui sont rentrés, mais 8 qui sont sortis. Il en reste un. Il y en a un ou deux qui commencent à se tromper, à aller vers la grange.
et à se dire, ah, tiens, il n'y a plus d'humains alors qu'il y en a encore. Donc ils commencent à se tromper, je pense que c'est le nombre peut-être de plumes qu'ils ont sur les ailes, je ne sais pas. Bref, en tout cas, au bout d'un moment, ils se trompent. Mais c'est quand même intéressant de voir à quel point les oiseaux ont peut-être une capacité. Donc ça, c'est pas, je vous dis, c'est à prendre avec des bémols, je n'ai pas retrouvé la source, je suis quand même un peu circonspect devant, mais bon, c'est dans ma tête, mais je n'ai pas retrouvé la source. Donc, mais il y a un autre exemple, qui est celui-là est correct, c'est quelqu'un qui va mettre donc un petit bâton dans une cage, un grand bâton dans une cage, plutôt il peut mettre un petit bâton devant. Et on a une corneille qui n'est pas dressée pour ça, hein, mais qui va... Enfin, elle a peut-être déjà fait plusieurs fois, c'est possible. Enfin bon, en fait, elle va prendre le petit bâton pour faire sortir le gros bâton de la cage, et grâce au gros bâton, aller chercher la nourriture qui se trouve de l'autre côté. Voilà. Et ça, quand même, c'est quand même un petit peu... Enfin, c'est des exemples, il y en a plein comme ça, avec les rats, dans des choses assez fabuleuses, qui montrent qu'en fait, la distance entre l'homme et l'animal, elle n'est pas si grande que ça. On peut croire qu'elle est grande, mais elle n'est pas si grande que ça. Tous les éléments que je traite là-dessus montrent cela. La différence principale, on peut mettre sur le niveau du langage, mais même là, on pourrait poser des questions. Enfin, il y a des questionnements à se poser là-dessus. Alors, il y avait la notion de conscience, qui est une notion vraiment fondamentale. Et il y a une équipe donc, de chercheurs allemands qui a montré que les pies ont fait passer le test du miroir. Alors, le test du miroir, c'est un test, je vous montrerai la vidéo après, hein, donc on met une tâche sur... on le fait avec les bébés. On met une tâche sur la joue d'un bébé et on le met face à un miroir. Et jusqu'à 1 an, il ne se rend pas compte, et à partir de 18 mois, 2 ans, il se rend compte qu'il a une tâche, en se voyant dans le miroir, et il se dit tiens, ça ne va pas, donc je peux me laver, etc. Donc c'est intéressant, et d'ailleurs on voit que c'est lié avec l'apparition du langage, c'est intéressant. Donc la petite vidéo qui suit, voilà. Donc il va y avoir l'explication que je vous ai donnée. Ah oui, c'est avec le bébé. Donc c'est... Oui, là c'est un peu long. C'est pas la vidéo que je voulais. On va passer à la suivante. Voilà, donc on mettra le bébé si vous voulez après. Donc avec l'oiseau, donc l'idée c'est de se regarder dans le miroir, se voir qu'on a un problème sur le visage. Donc l'oiseau, on lui a mis une tâche, il ne sait pas qu'il a cette tâche-là. Donc il va s'en rendre compte seulement en voyant dans le miroir. D'accord? Et donc il se regarde, il dit ah mince, j'ai une tâche, là ça ne va pas, donc il vous enlève, on ne sait pas. Donc il va se débrouiller pour enlever la tâche. Et tant qu'il a cette tâche, il est pas content. Bref, ça montre ça, quelque chose qui est de l'ordre de la conscience. Ça, c'est un test qu'on peut considérer comme étant intéressant. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de robot, il a passé ce test du miroir actuellement. Il y a bien des algorithmes qui permettent de reconnaître un visage. En particulier, il y en a un qui vient de sortir, là, faites attention, ça s'appelle Deepface sur Facebook, qui est capable de reconnaître quasiment n'importe quel visage sur n'importe quelle photo, sur n'importe quel angle. Bon. Bref, c'est assez colossal comme possibilité. Et donc, ce genre de mécanisme a été implémenté sur des robots, de telle manière que les robots sont capables donc, de se reconnaître. Mais ce n'est pas une notion de conscience. C'est-à-dire qu'on a mis en place un mécanisme, le robot se reconnaît comme il reconnaîtrait une image sur un mur ou n'importe quoi. Et donc, on essaie de vous vendre ça, enfin, les gens essaient de vendre ça comme étant une forme de conscience, mais c'est pas apparu, en tout cas, c'est programmé. Donc, c'est compliqué de savoir à quel moment la programmation s'est arrêtée, quand est-ce que c'est actif ou pas. Donc, voilà, donc là, il fait des tests avec son robot, il lui montre un pingouin, donc comme il a mémorisé la forme pingouin, il est capable de dire que c'est un pingouin, ça ne l'embête pas. Après, on va le mettre face à un miroir. Ah, il va se mettre tout seul face à un miroir, parce que c'est intelligent pour ça, ce robot. Et il va se regarder. Bon, il ne se connaît pas, donc en gros, il va prendre une sorte de photo de lui, et plus tard, comme ça, il va se connaître. Mais c'est vraiment la chose la plus proche du test de miroir, mais pour autant, ce n'est pas un vrai test de miroir, c'est pas vraiment de conscience, c'est juste une suite mise en comparaison. Après, c'est quand même pas mal. C'est une chose assez sympa avec ça. Voilà. Alors, il y a un test qui a été suggéré toujours par Alan Turing, donc, qui est en fait le test, c'est un test qui est beaucoup plus intéressant pour savoir si une machine est intelligente ou pas. En fait, on met en relation un ordinateur et on met en relation un humain avec quelque chose, et il ne sait pas si ce quelque chose c'est un ordinateur ou un humain. Et donc il a le droit de poser toutes les questions qu'il veut, il peut raconter des blagues, il peut dire n'importe quoi, pour essayer de voir si en face
c'est un ordinateur ou pas. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun ordinateur à ma connaissance qui a passé avec succès le test de Turing. Donc tout le temps, on a réussi à trouver un moyen de faire en sorte qu'on puisse trouver que derrière, ce n'était pas un humain, c'était un robot. Après, on a fait un test inverse du test de Turing, c'est-à-dire des programmes où c'est les ordinateurs qui devaient reconnaître s'ils étaient en relation avec un ordinateur ou un humain. Okay, donc ça, c'est une autre chose. Mais voilà, donc ça, pour montrer la limite actuellement donc, de l'intelligence chez les machines, donc le test du miroir, conscience en fait, et le test de Turing, en fait, axé sur le langage. Possible que les deux soient fortement liés. En fait. Alors les robots, pour avancer là-dessus, en fait, donc on a des robots depuis pas mal d'années, des années 64, donc rechercher d'une prise de courant. Donc en 64, un robot qui cherchait une prise de courant, c'était considéré comme hyper innovant. Maintenant, vous avez plein de petits robots ménagers qui font ça directement sans problème. Donc ça montre un peu l'évolution. Après, on a eu des robots avec la planification, capables de savoir comment se déplacer, etc. Ensuite, on a eu des robots pour conduire des voitures, avec des champs d'isostag. Bon, ça n'a pas été complètement utilisé. On commence à en voir en Allemagne, des voitures qui sont conduites automatiquement. Ensuite, on a des robots explorateurs, donc qui vont explorer Mars, etc. Donc ça vous montre en fait les capacités des robots que là, on dépasse les capacités humaines au niveau physique. Un humain. Pour l'instant, on n'en a pas vu encore sur Mars, donc il y a eu des robots. Les robots les plus, qui sont arrivés chez vous potentiellement, le robot aspirateur, le robot en bas, c'est le robot là-haut, qui a été fait par Aldebaran, une boîte française qui s'était rachetée dernièrement. Le chien, c'est un robot qui était fait par Sony il y a très longtemps. En fait, c'était une merveille électronique, bon, qui était vendue genre 3 000 €, enfin, équivalent de 3 000 €, enfin, c'était assez cher. Plus que ça peut-être. Et le robot Aldebaran, quand même, était dans sa version de base, dans ces eaux-là, puis ça pouvait jusqu'à 10 000 €. Donc c'est quand même des jouets coûteux. Et pour montrer où on en est au niveau des robots, ça c'est un robot qui a une évolution au fil des années. En fait, au départ, c'était Big Dog, etc. Et maintenant, il est transformé en Wildcat. Et en fait, c'est un robot donc, qui est impressionnant, pas par son intelligence, hein, mais surtout par ses capacités de déplacement. Alors là, il fait des petits bonds, tout ça. Et alors, c'est des machines qui ont été principalement développées au démarrage par l'armée américaine. L'idée, c'est de faire des porteurs pour les armes, pour les blessés, côté gentil, pour le côté méchant, pour porter des armes, etc., pour les soldats. Et le robot qu'ils avaient fait était capable d'aller sur quasiment tous les terrains, pierre, glace, etc. Donc il y a eu des développements, des améliorations, et maintenant ils essaient de le faire de plus en plus vite, parce que en fait, c'est intéressant pour qu'un robot aille vite. Et donc ils ont réduit sa taille, parce que le robot précédent était beaucoup plus gros, et ils lui ont donné une capacité de courir comme ça. Alors pour qu'un robot apprenne à... Oui, c'est intéressant les mouvements. Pour qu'un robot apprenne à gérer cela, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas d'intelligence. Ça, c'est vraiment quasiment la programmation de réflexe. En fait, il y a un calcul qui est fait. Ah oui, c'est fait. Je ne l'ai pas vu jusqu'au bout, la vidéo. Il y a un calcul qui est fait, en fait, qui calcule si, en gros, on va dire, le centre de gravité se trouve dans un certain périmètre. Et s'il ne se trouve pas dans ce périmètre-là, à ce moment-là, il y a des actions qui sont mises en place pour faire en sorte que le centre de gravité se retrouve dans un certain périmètre. Et en fait, ce calcul marche très bien. C'est un calcul avec des équations, c'est absolument pas lié à quelque chose d'humain. Pareil, c'est des calculs d'équations qui sont assez compliqués. Mais ça marche très très bien, et donc on est capable de faire des robots. Par exemple, un robot qui tient un bâton de balai au bout de son doigt, ça on le fait, ils le font très bien. Voilà. Ensuite, je vous ai fait en fait... le problème des robots, c'est en fait les peurs que ça peut engendrer. Et j'essaie de vous donner des éléments positifs sur les robots en fait. Il y a eu donc des grosses améliorations sur la robotique au niveau de tout ce qui est contrôle par la pensée des membres bioniques. Donc on n'est pas loin de l'homme qui valait 3 milliards. Je ne sais pas combien il vaut le monsieur, mais enfin bon. Mais il a 2 bras donc qui sont électroniques, robotisés. Et en fait, c'est contrôlé par son cerveau. Là, potentiellement, je ne suis pas sûr que sur la photo ce soit le cas, mais en général, on a un casque qui va permettre de récupérer les impulsions du cerveau.
et donc de voir en gros comment le cerveau travaille, et donc on est capable de faire comme ça. Ou alors c'est directement, je suis bête, c'est directement au niveau des nerfs. Bon, en tout cas, donc, quelle que soit la façon dont on traite les robots, on peut directement travailler sur le bras et le commander, soit avec la pulsion nerveuse, soit avec le cerveau qui commande. Et donc c'est une grosse amélioration. Il y a vraiment, là, il y a un gain énorme au niveau des humains. Donc d'autres choses qui ont été mises en place, c'est la relation entre les robots et les enfants autistes. Il y a eu plein de cas, je 3 cas là, seulement de trucs positifs, mais les enfants autistes, donc ils sont capables donc, de s'ouvrir plus à la vie avec des robots qu'avec des humains, peut-être moins agressifs. Donc là c'est des robots donc, de Aldebaran, qui sont vraiment très sympas au niveau visage. Donc bon, a priori ça se passe bien. Puis vous avez aussi des robots agricoles, donc l'idée c'est bientôt que une grande partie de l'agriculture sera faite par des robots. Donc en gros, pour moi, ça veut dire que les besoins humains pourraient être complètement, enfin, partie du moins, satisfaits par des robots. Donc, de mon point de vue, c'est intéressant. Après, du point de vue des agriculteurs, c'est pas intéressant. Donc, ça, il y a deux points de vue. Ensuite, clairement, actuellement, il y a des grandes peurs sur les robots qui sont manifestées avec des films qui ont montré ça. À ma connaissance, il n'y a pas eu encore de robots tueurs d'hommes volontairement. Je pense à la mer américaine, j'en ai pas vu. Mais bon. Mais dans les films, en fait, on voit arriver Hall, donc en 2001, le lycée d'espace, le robot qui en fin de compte veut aider les humains, mais en fait, bon, c'est une intelligence artificielle qui après prend le contrôle. Après, vous avez Tron, donc vous avez le contrôle, puis après, bon, vous avez eu d'autres, puis après, les Terminator, donc le plus emblématique de ceux-là, qui montre en fait une possibilité de robots luttant contre les humains pour des ressources, pour plein de choses. Est-ce que c'est réaliste ou pas? Pour l'instant, je ne suis pas complètement. Enfin, je suis en attente là-dessus. Je ne sais pas. Après, le problème, c'est de savoir si on continue à travailler là-dessus ou pas. Donc, une question d'actualité. En fait, actuellement, c'est paru le 13 janvier 2015. Donc, il y a beaucoup de scientifiques, et donc des grands scientifiques américains, pas de n'importe qui se posent la question sur l'intelligence artificielle, savoir est-ce que c'est vraiment intéressant de continuer à développer l'intelligence artificielle, et en gros, quels sont les risques qui peuvent être associés. C'est une vraie question, c'est une question intéressante, de mon point de vue. Donc, je ne connais actuellement aucune raison pour que l'intelligence des ordinateurs ne puisse pas dépasser, voire atteindre et dépasser l'intelligence humaine actuelle. C'est-à-dire que si l'humain évoluait, si par exemple, quand on voit les capacités de certains génies, autistes, etc., en termes de calcul, on s'aperçoit que le cerveau humain est très sous-employé, possible qu'avec une très grande évolution ou une évolution de l'homme, ça remette encore à plus loin le moment où le robot dépassera l'intelligence humaine. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, il n'y a aucune raison, enfin j'en vois pas en tout cas, qui permettrait de dire que les robots ne dépasseront pas l'intelligence des humains. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Donc ça c'est une question, c'est vraiment une question à débattre, discuter entre vous, avec les gens. Je n'ai pas de réponse là-dessus. En étant chercheur en IA, c'est sûr que je dirais plutôt non, il ne faut pas en avoir peur. Mais si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, par exemple, avec Einstein avait fait une super théorie qui après a donné la bombe atomique, qui a été utilisée par les Américains. S'il avait su que ça serait utilisé comme ça, il ne l'aurait pas fait. Bref, il y a un bon débat là-dessus. Donc moi je finis. Ah oui, il y aura deux petits films. C'est lequel est celui-là? Ouais, on va peut-être le faire autrement. Il y a tout un blabla. Donc ça, c'est des travaux qui m'intéressent particulièrement. Vous savez qu'à l'unité de Béziers, on met en place un robot actuellement qui devrait en fait, un robot à 6 pattes, qui devrait marcher bientôt, j'espère d'ici ces années, ça fait déjà plusieurs mois que je le dis, mais c'est pas moi qui développe le robot. En fait, c'est un robot, donc là, celui-là, il a 4 pattes, et le nôtre, il aura 6 pattes, il est déjà développé, enfin il existe, parce que la l'unité, peut-être, on vous montrera. C'est un robot qui fait 1m20 de long et qui est assez gros. Et ici, là, ce chercheur, donc c'est en 2012, il a en fait mis en place un mécanisme qui m'a beaucoup intéressé, qui est que le robot, en fait, on ne lui fournit pas la méthodologie pour apprendre à marcher, on lui laisse apprendre, un peu comme un bébé qui apprendrait à marcher tout seul.
Et le robot, donc en fait, ce qu'il doit faire, c'est de se faire une image mentale de son corps. Et quand il a une image mentale de son corps, à ce moment-là, il va pouvoir, dans le simulateur, essayer différents déplacements, et après d'essayer dans le monde réel. Un peu comme un enfant qui apprend à marcher en rêvant, et après qui le mène dans le monde réel. Et en fait, ça donne à la fin du film, donc le robot, c'est celui-là. On ne va pas montrer comment il marche. Et à un moment donné, on vous montre comment il se représente. S'il ne veut pas vous mettre, ça c'est embêtant. Bon, bah, c'est pas. Donc à un moment donné, il se représentait lui-même avec un modèle 3D. Voilà, et donc ça c'est les essais du robot pour apprendre à marcher. Donc il essaye plein de combinaisons et il voit de quoi il est capable. Alors en fonction de ces combinaisons, c'est après que ça va arriver. En fonction de ces combinaisons, de ce qu'il a pu faire et ne pas faire, il va se faire une représentation donc de son corps, qui est quand même assez mobile, hein, son corps, il est quand même assez sympathique ce point de vue-là, il n'est pas bloqué avec des points de rigidité énormes. Il faut savoir qu'on sait faire marcher depuis longtemps dans des robots, serpents, etc. C'est le genre de choses qui marchent assez bien. Et donc voilà, il se fait une représentation de son corps avec un modèle 3D. Et après, comme il a cette représentation de son corps qu'il va valider, il va pouvoir faire des expérimentations à ce moment-là, entre guillemets, en rêvant, sur ce simulateur, et en fonction de ça, voir si dans le simulateur il bouge ou pas. Et si après plein d'essais, il se voit, tiens, en faisant comme ça, j'arrive à avancer, bon, à ce moment-là, il essaye dans la réalité, et ça donne cette marche-là. Elle fait un peu peur. Okay, c'est vrai. Mais il a appris tout seul. Alors que le robot qu'on a vu tout à l'heure, c'était tout fourni. Ça, pour moi, c'est une vraie avancée. Cette chose-là. C'est quelque chose sur lequel je travaille moi-même. Personnellement, je n'ai pas réussi, parce que le robot sur lequel on travaille, il n'a pas du tout les mêmes capacités comme ça, là, de déplacement, il est beaucoup plus rigide. Mais c'est une avancée réelle, avec pour moi l'apparition d'un comportement quasi intelligent, en termes de. Enfin, quasi vivant, on va dire plus tard. Plutôt comme ça, parce qu'autrement, on ne s'en sert pas. Donc, quasi vivant, avec un comportement qu'on peut considérer comme proche de l'intelligence au niveau des réactions. Voilà, j'ai fini mon exposé. Et tout le temps. Si vous avez des questions, des remarques, je suis disponible. Voilà. Merci. Alors, vous avez 3 mots à disposition si vous avez des questions. Vous levez la main, je viens vers vous. Vous présentez le micro. C'est toujours la première question qui est difficile. Ah, voilà. Bonjour. Pensez-vous qu'on puisse attribuer au robot un 6e sens? Plus que 6, hein, en fait, dans le sens que en fait, les robots, c'est ce qu'on appelle 6e sens. En fait, les capteurs sur les robots, on a des capteurs étonnants, on a des capteurs donc infrarouges, donc ça fait tout un ensemble de capteurs qui donneront au robot plus de sens que le sens humain. Le capteur radar, par exemple, les humains n'ont pas. Alors si vous considérez le 6e sens en termes d'intelligence psychique, non, c'est pas ça. Mais le 6e sens en termes de capacité que les humains n'ont pas et que les robots auront, les radars, par exemple, simplement, oui, ça, ils les auront, ils les ont déjà. Je voulais vous présenter un moment donné une vidéo, mais je n'ai pas eu le temps de la préparer, pour vous montrer un petit peu ce que pourrait être un robot, la perception d'un robot. Actuellement, on a des caméras qui sont capables de prendre 1000 images par seconde, voire 10 000 images par seconde. D'accord ? Quand vous voyez des films, regardez sur YouTube, des films qui sont filmés à 10 000 images par seconde, la lenteur que ça entraîne, c'est étonnant. C'est-à-dire qu'on a l'impression, on voit une balle rentrer dans une pomme à une vitesse, cette lenteur-là. Il faut se rendre compte que le robot, avec des capteurs à 10 000 images par seconde, aura s'il est capable de traiter les 10 000 images par seconde dans son cerveau, ce qui est quand même en soi une gageure, mais je vous dis, mais capable de traiter les gigas de données que je vous ai données tout à l'heure sans problème, il n'y a pas de raison de penser qu'ils ne sont pas capables de le faire, il sera dans le monde vivant, vous êtes à 25 images par seconde, lui il sera à 10 000 images par seconde. Donc il y aura une rapidité que vous ne pouvez même pas imaginer. D'accord ? Donc j'avais envie de faire un film pour vous montrer, en gros, si prenez un robot qui regarde une vidéo qui soit tournée à 25 images par seconde, et lui il en regarde 1000 images par seconde. Il aura l'impression d'être pendant la plupart du temps devant une image fixe. Et puis plus tard, il aura une autre image fixe. Et après une autre image fixe. D'accord ? Donc les capacités de la machine là-bas, au niveau des sens, il n'y a aucune limitation. Et clairement, il aura plus de 6 sens facilement. Si je peux me permettre une deuxième question. Oui. Vous avez parlé des robots, vous n'avez pas parlé des biobots. Vous parlez des hommes avec des biobots.
Je ne sais pas ce que c'est. Le robot qui a un mélange bio, enfin, comment... Peut-être dans ce sens-là, parce que je connais dans le sens humain avec des parties robotiques. Oui. Donc c'est le transhumanisme qui va développer ce genre de choses, etc. Mais des robots avec des parties génétiques, j'en connais pas. Ce que j'ai vu une fois, c'était qu'il y avait des gens qui avaient mis en place une machine de Turing dans une cellule. Donc une cellule qui était capable d'avoir une machine de Turing intégrée. Donc c'était cela. Des robots. Ce que j'ai vu aussi, c'est des cafards qui étaient commandés par des joysticks. Donc on mettait dans le cerveau du cafard des joysticks, enfin des éléments électroniques. Et avec un joystick, on était capable de faire avancer, reculer, aller à droite le cafard. Je ne dis pas que c'est sympathique, enfin bon, c'était comme ça. Mais autrement, je n'ai pas de connaissances sur des robots avec des parties génétiques plus importantes. C'est plutôt des génétiques avec de l'électronique. Mais vraiment des robots avec une partie génétique. S'il y a un robot que j'ai rencontré qui était intéressant, qui était un robot qui avait en fait, mais c'est pas génétique, c'est chimique, qui avait un moteur à l'intérieur de lui, enfin un moteur chimique, de telle manière que le but de ce robot c'était de ramasser les limaces. Donc il trouvait les limaces, et il les mettait dans son moteur chimique, ça donnait l'énergie pour aller chercher la limace suivante. Voilà, ce sont des développements comme ça. Donc on a des éléments qui sont à la frontière entre organique et non organique, mais je n'ai pas connaissance de robots utilisant une grande part d'organique dans sa constitution. Je connais des exemples, mais Je je sais qu'on appelle ça des biobots. Donc je connais plus. Je ne savais pas du tout. Vous savez pas au niveau de la température si c'est... Attendez, monsieur, parce que comme on enregistre, excusez-moi, qu'on entende la question de film. Merci. Merci. Au niveau de l'autonomie et puis du climat, si par exemple il y a un climat très humide, tout ça, est-ce que la programmation est faite sur ces... Alors, en fait, après, c'est juste une question de protection. Il y a des robots qui vont dans l'eau, sans problème. Il y a des robots serpents qui vont dans l'eau facilement. Donc, l'étanchéité, on l'a. Il existe même maintenant des produits pour en détancher les circuits électroniques. C'est-à-dire que l'eau coule vraiment dessus. Clairement, les robots, en termes de capacité de... Enfin, l'eau, ça va pas être réellement une difficulté à gérer. Bon, tant qu'il y aura des parties en métal importantes, Et la température, est-ce qu'elle joue un rôle, par exemple, suivant, par exemple, quand on est dans des planètes où il y a des robots, est-ce que ça joue un rôle? Est-ce qu'il y a des programmations qui sont prises en compte sur les zones magnétiques, tout ça? Est-ce que... donc sur le robot qui avait été sur Mars, clairement il y avait des éléments de protection qui sont mis en place au niveau de la température. Encore que, oui, enfin, surtout ce qui est chaud et froid, donc toutes les barrières, c'est voilà. Enfin bon, les robots vont quand même dans des milieux très... Il y en a un qui avait été fait pour aller sur des volcans, donc, et puis d'autres qui sont allés dans le froid. Donc au niveau de la plage de température, ils sont beaucoup plus de capacité que les humains. Au niveau physique, clairement les robots, par rapport aux humains, il n'y a pas photo. À tous les niveaux, vous faites un brasseur avec un robot hydraulique, votre bras il est emporté. Il n'y a pas... Donc, non, ça au niveau physique, c'est pas là-dessus que l'humain pourra gagner, ou alors il faudra qu'il se programme lui-même. Mais ça, je n'apprécie pas trop, des fois, c'est génétique. Et ça joue un rôle sur, par exemple, le temps de réponse par rapport à la température, ou est-ce que ça peut évoluer plus ou moins en rapidité? Oui. Enfin, normalement, plus on descend vers le froid, plus vous avez le temps de réponse de court. En fait, il y avait des développements qui avaient été faits par IBM il y a des années de ça, où ils faisaient des ordinateurs qui étaient au niveau du zéro absolu en termes de température pour gagner en rapidité. C'est quand même moins de 200, enfin, moins de 200 degrés à peu près. Et donc, bon, c'était des super machines, mais bon, on demandait des capacités de réfrigération tellement énormes qu'à la fin, ils faisaient plus de problèmes de plomberie que de vrais problèmes informatiques. Mais oui, enfin, si on va vers le froid, a priori c'est plus favorable pour les robots que vers le chaud. Sauf s'ils ont des capteurs solaires, à ce moment-là ils vont pouvoir convertir le chaud en énergie, et à ce moment-là ils repartent en intérieur. J'en profite pour vous poser une question. Est-ce que vous pouvez nous parler du travail que vous effectuez à l'IUT sur la construction de
de ce robot à 7 pattes, là, dont on a une patte en vitrine dans l'exposition. Alors ce robot, c'est un robot Rex, il est fait par Sébastien Druon principalement. Donc c'est un robot qui a été financé par Béziers et par l'agglomération. Et il doit normalement permettre, enfin, c'est une étude pour faire des robots qui soient capables d'évoluer un peu comme le robot que je vous ai présenté sur des terrains divers. Et à terme, l'idée c'était de faire des robots capables d'aller dans une centrale nucléaire pour aller réparer les dégâts, ou aller sur la plage de Valras pour ramasser les déchets, donc d'aller dans des milieux plutôt extrêmes comme ça. Le robot donc est a priori, enfin, les pattes sont mises en place, et en fait dans ce robot il y a 3 couches d'ordinateurs, un pour contrôler en fait au niveau bas les pattes, un niveau plus haut au niveau planification, et un niveau plus haut donc au niveau intelligence artificielle. Donc un peu comme le robot que j'ai présenté, donc le but c'est de faire que le robot apprenne à marcher tout seul. Donc actuellement, le robot n'étant pas fini, donc dans des simulateurs qui ont mis en place la méthodologie d'apprentissage, c'est extrêmement compliqué. Moi, personnellement, je travaillais pendant l'apprentissage pendant plein d'années, et j'ai développé des méthodes avec des structures assez compliquées. Et en fait, l'espace de recherche dans le cadre des robots est énorme. C'est-à-dire que chaque bras, il y a 6 moteurs, et chaque moteur, vous avez des plages de mouvement énormes. C'est-à-dire que pour un bras donné, vous avez déjà plein de possibilités. Vous multipliez ça par 6. Donc vous avez des espaces de recherche colossaux, un peu comme le jeu de Go que je vous ai présenté. Et donc les stratégies qu'on essaie de regarder, c'est des stratégies justement comme le jeu de Go. C'est-à-dire qu'on essaie d'explorer des chemins comme ça jusqu'à terme, et voir si par hasard, en cherchant aléatoirement comme ça, le robot est capable d'avancer. Donc j'ai mis ça en place, ça n'a rien donné. C'est-à-dire que les stratégies, bon, le robot avançait de 2 cm, c'était beaucoup moins bien que ce que je vous ai présenté en termes de fil. Donc depuis, on a rajouté la connaissance au robot, c'est-à-dire que là, le robot en question, c'est pour ça qu'il est intéressant, il apprenait la modélisation de son corps. Nous, là, pour l'instant, on va plutôt lui fournir la modélisation de son corps, on va les adapter comme ça, voilà, en gros, son squelette. C'est, de mon point de vue, quelque chose qui limite un petit peu l'intérêt de l'approche. Enfin bon, on espère comme ça qu'il va être capable de mieux marcher. Pour l'instant, il marche. Enfin, il marche. D'un point de vue, il marche avec les algorithmes dont je vous ai parlé, qui vont calculer le meilleur mouvement des pattes, ça il marche comme ça, sans problème, c'est des algorithmes connus, mais, enfin, il va marcher plutôt, mais d'ici peu, mais des algorithmes où le robot apprenne par lui-même donc à marcher, pour l'instant, ça marche pas. Voilà. Alors moi j'avais une objection à faire et une question à poser, mais on m'a conseillé de commencer par l'objection. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit au sujet de l'aide que les robots peuvent fournir aux enfants autistes pour s'ouvrir au monde extérieur. Parce que je pense que justement pour qu'ils puissent s'ouvrir au monde extérieur, c'est plus ou moins les forcer, les contraindre à être impliqués dans ce monde extérieur par le biais de la scolarisation ou d'autres trucs comme ça. Et je pense que même au contraire, le fait que les machines soient impliquées là-dedans, ça pourrait les confiner encore plus. Donc moi je ne suis pas du tout d'accord avec cette théorie, désolé. Ah mais c'est pas question, je l'accepte sans problème, c'est pas mes travaux d'abord. Donc c'est des travaux qui existent, hein, ils ont vendu ça comme ça, ils ont montré, certainement pas pour toutes les formes d'autisme, mais en tout cas pour certaines formes d'autisme, qu'il y avait un gain. Après que ce gain ce soit ce qu'on appelle un maxima local, c'est-à-dire qu'on a eu une amélioration mais ça met dans une impasse, c'est possible, je ne suis pas compétent là-dedans. Tout ce que je voulais, c'était des exemples où l'interaction entre l'humain et la machine pouvait être positive. D'accord ? Possible que je me sois trompé dans l'exemple. Mais n'empêche que cette étude, elle n'est pas de moi. Donc, si vous voulez la référence, je vous fournirai. Après, vous regarderez par vous-même et critiquerez la chose en question. Mais globalement, ça ne me gêne pas que ce soit critiquable. Après si ça devrait aider pour les autistes, c'est en cas de vraiment quand ils sont vraiment confrontés au monde social, mais pas durant le processus d'intégration. Je vous donnerai l'article, okay, comme ça tu fais pour voir une lecture plus précise. Comme ça, vous verrez par vous-même ce qu'ils en disent. C'est vendu comme ça, d'accord ? Alors, je n'ai pas été exploré suffisamment précisément pour être sûr à 100% que les autistes bénéficiaient de ça. Moi, j'ai travaillé un peu avec les autistes à un moment donné à Montpellier. On faisait plutôt des observations et on essayait en fonction des comportements des enfants
c'est de voir à quel moment ils s'ouvraient, à quel moment ils se fermaient en fonction des réactions des gens qu'ils avaient en face. Et donc il y avait comme ça une ouverture. Mais là, c'est une étude, ils ont fait ça aussi avec des personnes âgées. Ils ont mis des robots avec des personnes âgées, ils ont vu que les personnes âgées étaient plus vivantes que sans les robots. Après, c'est peut-être quelque chose qui est pas bien dans l'absolu, dans le sens que possible que ce soit une béquille. Et la béquille, ça aide à marcher pour quelqu'un qui est boiteux, mais ça empêche de courir. Donc possible que ce soit quelque chose de cet ordre. D'accord, je ne dis pas le contraire là-dessus. Et ensuite, pour la question, je reviendrai sur votre chapitre sur la conscience. Et parce que j'avais vu un film appelé Ghost in the Shell, où il posait justement la question du qu'est-ce qui différencie d'un humain, donc d'un cyborg, donc d'un robot humanoïde, qui a conscience de son existence. Donc j'aimerais vous poser la question, si vous vous dites que là en ce moment on n'a pas besoin de s'inquiéter, mais si dans un futur lointain, les cyborgs existeraient et que par le biais d'une quelconque évolution technologique, ils arriveraient à acquérir la conscience, qu'est-ce qui les différencierait de nous? D'abord, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter, j'ai laissé le libre. Oui, donc j'ai laissé ouvert, je n'ai pas donné la solution. J'ai juste vous ai donné des pistes de réflexion. Je n'ai pas donné un avis aussi tranché. Ensuite, qu'est-ce qui différencierait l'humain de la machine? Une des grandes forces de l'humain, enfin du vivant en fait, c'est sa capacité donc de se générer quasiment à partir de rien. Donc ça c'est quelque chose que les robots ont du mal à faire. De s'auto-réparer, c'est aussi quelque chose d'intéressant. D'évoluer. Les robots ont des difficultés là-dessus, bien qu'a priori moins certains qui ne sont pas capables de le faire. En fait, c'est vraiment le mouvement de la vie par rapport au mouvement de quelque chose qui serait considéré comme non vivant. Le problème, c'est qu'à un moment donné, peut-être la frontière entre ce qui est vivant et organique et non organique peut peut-être disparaître petit à petit. Une sorte de fusion. Ce qu'on peut supposer, c'est qu'il y aura petit à petit une sorte de fusion entre la machine et l'homme. Est-ce que c'est bien ou pas, j'en sais rien, mais si demain, je parle pendant tous les étudiants de l'IUT, je leur dis, voilà, vous avez la possibilité, ça fait pas mal, c'est pas dangereux, ce qui est peut-être faux, hein. Je dis ça. Je vous mets dans votre tête une carte USB, et vous êtes capable comme ça de retenir tous vos cours sans problème. Voilà. Une carte de 100 gigas. Vous avez X fois l'encyclopédie universaliste, et puis vous stockez ce que vous voulez dedans. Et je leur dis, voilà, vous avez ça coûte rien, et je pense que là, un grand nombre en tout cas dira, ok, je marche. Et ça va changer, ça pourrait changer l'humanité. Alors je ne dis pas que c'est dans les cartons, il n'y a que demain on va avoir une puce USB dans le cerveau, mais c'est une possibilité. C'est-à-dire que c'est juste un problème à ce moment-là de relation entre l'électronique et les neurones. Alors est-ce que c'est bien ou pas bien? Je suis incapable de répondre à ça. Je pense que ça servira à un moment donné l'humain. C'est-à-dire que si un jour vous avez une carte comme ça, quelqu'un vous donne un numéro de téléphone, et bien ça deviendra anormal que vous ne puissiez pas stocker dans la seconde le numéro de téléphone dans votre carte. C'est ça que ça va générer, c'est-à-dire qu'à la fin, il pourrait y avoir un problème du type une classe d'individus qui aura la carte et l'autre qui ne l'aura pas parce qu'il n'aura pas voulu pour une raison X ou Y, et ça va faire une différence. Le problème, c'est que si la société, les gens qui disposent de l'accès à la carte en question sont déjà hyper privilégiés, ils vont avoir encore plus de pouvoir, donc c'est tout un problème de société qui intervient. Mais, mon avis, c'est plutôt qu'on va avoir quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire une sorte de fusion entre les deux mondes. Et qu'à la fin, on aura peut-être l'image la plus horrible, c'est les cyborgs qui sont dans Star Trek, qui sont des sortes d'humains robots, et on pourrait tendre vers ce genre de choses. Alors, les cyborgs dans Star Trek sont des humains robots complètement déshumanisés en termes d'émotions, ils sont très logiques, très carrés. Moi, je pense que ce serait intéressant, au contraire, d'avoir un robot humain et qui, au contraire, garde toute la partie humaine et qui, en même temps, une partie de calcul intéressante. Mais c'est une projection, hein, c'est pas, je fais pas. Moi, mon robot préféré, c'est dans les films science-fiction. Quand on parle science-fiction, c'est dans iRobot, le robot qui devient intelligent. Je trouve ça très bien. Ou alors Johnny Sarkozy, voilà. Mais c'est des images. Hein. Alors, j'ai pas de solution à vous dire. Je pense qu'il faut faire attention, en fait, à un moment donné, plutôt à l'impact des robots sur la société. Et voir en quoi on va pouvoir contrôler l'usage des robots pour qu'ils soient bénéfiques à l'humanité plutôt que maléfiques. Voilà. Ça, c'est une question.
continuerait à mener l'évolution d'un robot s'il a peur qu'il lui nuise? Disons que, oui, c'est une question. Mais pour l'instant, la peur n'est pas partagée par tout le monde. Si vous allez voir des transhumanistes, des gens qui vont dire la solution passe par la technologie, eux, ils vont pousser à fond vers la robotisation. En plus, il y a des gens qui poussent à fond vers ça pour des raisons purement mercantiles. Donc, c'est de l'argent qu'il y a derrière. On va pouvoir vendre ça à X, Y, on va avoir des majordomes à la maison qui vont faire tout. Après, on peut avoir une vision autre. Personnellement, j'aime bien le robot qui fait l'agriculture. Je me dis que les robots peuvent faire les tâches nécessaires à l'humain, qui sont de ressources, donc peut-être que l'humain pourra se consacrer à d'autres tâches. Enfin, mais ça, c'est une vision utopique, hein, mais je le sais. Mais voilà. Donc, dans le cadre en question, est-ce que les robots vont être automatiquement négatifs? C'est pas certain. Si on reprend le film iRobot, que je trouve très bien, au début du film, il y a des robots qui sont vraiment des robots esclaves idéaux. C'est vraiment un super robot, ils font tout ce qu'on veut, ils sont pas embêtants, ils sont nickel. C'est après ça dégénère, il y a une IA qui fait le problème. Donc tant qu'on en est au stade esclave soumis, tout va bien. Dès qu'on aura des esclaves insoumis, c'est bien. Alors est-ce qu'on a des exemples d'esclaves soumis qui sont restés soumis sur Terre? En fait, si on prend les humains, dès qu'on a eu des esclaves, au bout d'un moment, ils ont dépassé les maîtres. La gueule, la montée, tout ça. Ça c'est clair. Mais on a quand même des esclaves soumis depuis 8000 ans. C'est les vaches. Voilà. Donc tant qu'on restera au niveau vache avec des robots, ça roule. Dès qu'on ira un peu plus loin, ça deviendra dangereux. Après, savoir si on saura juger si on est resté au niveau vache ou pas, c'est aussi un problème. Oui, bonsoir. Vous avez montré au début de votre exposé qu'une des grandes forces du cerveau humain par rapport à ce qu'on essaie de singer, enfin ce qu'on trouve dans le domaine mécanique, j'allais dire, c'était la gestion du peut-être. Toute l'informatique aujourd'hui, vous avez montré qu'elle descendait en fait du principe de fonctionnement de la machine de Turing. Donc une informatique qui gère deux états, le 0, le 1, le vrai, le faux, etc. Il me semble, mais je peux me tromper, que les soviétiques à l'époque avaient lancé des recherches sur une informatique fondée sur trois états, le vrai, le faux et le peut-être. Est-ce que le développement de l'intelligence artificielle ne passerait pas par cette nouvelle informatique et qui impliquerait un véritable changement de paradigme en fait? Alors, il y a deux éléments. En fait, si on fait du raisonnement logique, on a ce qu'on appelle le logique binaire, donc qui repose sur 0 et 1. Il y a pas d'autres formes de logique qui existent et qui ont été mises en place, qui introduisent le nécessaire, le peut-être, d'autres modalités comme ça. Et en fait, on a des mécanismes qui marchent très bien actuellement, qui sont capables de gérer ça. Ce que je disais, c'était que l'ordinateur... Enfin, en fait, je vous propose, peut-être était trop simplifiant, les ordinateurs arrivent à gérer relativement le peut-être. Mais il faut que ce soit programmé, c'est quelque chose qu'il faut rajouter. Et après, ils vont gérer ça avec des stats. Il y a un ordinateur qui joue très bien au backgammon, il y a une partie statistique, et il champion du monde depuis des années. Et donc, gérer la précision, on est capable de le faire, mais les programmes d'ordinateur sont très sensibles aux modifications, à la différence des programmes des humains, qui acceptent la modification et qui s'en servent pour s'améliorer. Les programmes d'ordinateur, si vous modifiez, vous risquez d'avoir des problèmes. C'est plutôt au niveau du programme lui-même. Je ne parle pas au niveau de son usage. Vous voyez ? Oui, c'est ça. C'était en fait. La question portait sur l'implémentation physique. Ouais. Alors, alors, les ordinateurs qui sont actuellement... Alors, je reviens sur ma présentation. En fait, il existe des ordinateurs, j'en ai dit un mot rapidement, qui sont des ordinateurs quantiques qui ont cette histoire de... Voilà, c'est cela. En fait, les ordinateurs quantiques sont des ordinateurs qui utilisent donc ce qu'on appelle des qubits. Et en fait, les qubits sont des... En fait, ils varient entre deux états. Et en fait, c'est des probabilités entre deux états que l'on gère. Et ce qui se passe, c'est que les qubits, en fait, on a ce système ce qu'on appelle d'intrication entre qubits, qui fait que la puissance de ces ordinateurs-là, si vous avez
2 qubits, ça va correspondre en gros à, je crois, 4 bits. Et en fait, c'est une puissance de 2. Donc si vous arrivez à avoir en gros 300 qubits dans votre ordinateur, vous avez une puissance de calcul qui est colossale. En fait, pour chaque ajout de qubits, vous doublez la puissance de calcul de votre ordinateur. Bon. Ces ordinateurs-là utilisent des types de qubits avec des possibilités comme ça, qui sont probabilistiques et qui permettent donc des calculs différents de ce que l'on aurait avec une machine de Turing. En fait, par exemple, il y a des systèmes d'encryptage, plutôt de décryptage, qui sont mis en place avec ces systèmes-là, donc des algorithmes particuliers qui utilisent ça, et donc ça donne des capacités de calcul encore plus inhumaines que ce qu'on aurait avec une machine de Turing. Vraiment phénoménal. Donc il y a des problèmes qu'on ne sait pas résoudre avec une machine de Turing, et qu'on est capable de résoudre en temps fini avec une machine quantique. Et donc, si c'est ça dont vous parlez, j'ai que ça. Après, il me semblait qu'il y avait de la mémoire à 3 états qui allait arriver bientôt, donc des mémoires avec une 3e dimension, mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé là-dessus. Mais un des problèmes de fond, c'est vraiment cette résistance des programmes à l'erreur. Donc, comment gérer ça? Et je ne suis pas certain que les ordinateurs qubits, même s'ils gèrent des états, gèrent mieux l'erreur que les autres. Une autre question? Oui, on pourrait imaginer aussi, enfin, les robots, là, l'intelligence dont vous avez parlé, vous n'avez exposé que des monosystèmes, j'allais dire. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager le développement d'une espèce d'intelligence fondée sur le modèle d'une fourmilière, par exemple? Oui, c'est un oubli. En fait, on a plein de développements comme ça, donc de robots qui coopèrent. Alors, modèle fourmilière ou pas, il y a eu des algorithmes qui ont été mis en place sur ce modèle-là. Mais on a des robots qui coopèrent. On a des tout petits robots qui seuls ne font pas la tâche, et en coopérant, 3 ou 4, ils arrivent à faire la tâche. Donc sur ça, je n'en ai pas parlé, je parlais juste de la possibilité d'avoir des réseaux d'ordinateurs, mais clairement, il y a des robots coopératifs qui se développent, souvent de petite taille. Alors pour le modèle de la fourmilière, c'est un modèle qui a été étudié fortement au niveau informatique, parce que le problème c'était suivant, c'est-à-dire qu'on a des problèmes d'algorithmie qui sont des problèmes de plus court chemin, c'est-à-dire trouver le plus court chemin d'un point à un autre, et on s'est rendu compte que les fourmis étaient capables de résoudre ce problème d'un point de vue local, sans avoir un algorithme global. On n'a pas une sorte d'intelligence qui dit toi la souris, enfin toi la fourmi tu vas là, toi la fourmi tu vas là, puis comme ça on va s'en sortir. Non, c'est chaque fourmi qui localement sait ce qu'elle doit faire, et cette suite de comportements locaux va entraîner un comportement global qui va être optimal. Donc c'est assez étonnant. On avait donc le modèle des fourmis qui était là-dessus, il y avait le modèle de jeu de la vie aussi qui était aussi là-dessus, et ça a donné donc toute une approche de l'IA là-dessus qui est passionnante. Alors, pour autant, tous ces systèmes-là reposent sur une machine de Turing, donc à la fin c'est une simulation. Mais c'était vraiment passionnant de voir qu'on pouvait, avec des comportements locaux, faire émerger un comportement global optimal. J'ai pas de connaissances plus fortes là-dessus. Le jeu de la vie a été fortement étudié, il y a des automates atomiques derrière. C'est en relation avec la théorie du chaos après, mais bon, je n'ai pas d'autres. Est-ce que des robots pourraient trouver les numéros gagnants du loto, par exemple? À condition qu'ils voyagent dans le temps. Non, je veux dire par là, bon, le loto c'est des stats à la fin, donc la probabilité de tomber sur les tirages de loto c'est assez faible. Ce que vous pouvez faire, c'est de voir s'il y a une distribution anormale au niveau des numéros, c'est-à-dire que clairement il y a quelque part un phénomène physique, un peu une bille qui est plus petite que les autres, qui fait qu'elle sort plus souvent ou moins souvent que les autres. Mais à part ça, il n'y a pas de possibilité autre, à ma connaissance. Moi je ne serais pas là. J'en ai aussi. Sur une deux habits. Dans les machines, vous savez, à la télévision, on a remarqué ça. Pour les ordinateurs, on a vu des statues qu'on fait en moulage, des pièces spéciales.
et qui sont photographiés certainement avant, ou compris il y a des systèmes de mesure de laser, et après on fabrique la pièce avec une espèce de petite usine. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, je vois très bien. Alors, je voudrais savoir si vous avez un qubit dedans ou pas. Ou est-ce que ça marche avec le système normal, bit? Je n'ai pas compris la relation. Non, les machines qui... Enfin, ces imprimantes 3D dont je pense dont vous parlez, je pense. Oui, donc les machines, là, c'est tout à fait un truc tout simple, hein, c'est-à-dire qu'on en a plusieurs à l'unité, si vous voulez voir. J'en avais un dans mon... Enfin, j'en ai toujours un dans mon département. C'est juste des machines qui prennent en considération, donc, qui prennent une image 3D d'un objet avec un scanner, et après c'est une reproduction. Alors il y a différentes méthodologies d'imprimante 3D. Bon, alors, si on revient sur le modèle des robots, il existe un robot qu'on peut construire par l'intermédiaire de ces machines. C'est-à-dire que toutes les pièces du robot sont mises en place par une imprimante 3D, et après vous le montez. Hein, donc c'est assez sympathique pour ceux qui veulent avoir des robots pas trop coûteux, sauf que la machine, enfin l'imprimante, elle vaut quand même 2000 €. Donc déjà, c'est 600 € si vous la montez de toute pièce tout seul. Bon, heureusement c'est 2000 € si vous la montez pas tout seul. Et puis en plus, c'est des pièces en plastique, donc pour un robot, c'est pas une très grande durée de vie, et puis c'est comme du Lego. On devrait bientôt avoir à Montpellier des imprimantes métal, donc ils vont permettre de faire des pièces en métal. Et là, c'est vraiment intéressant pour les robots, parce que en fait, le robot coûte très cher, parce que c'est quasiment comme un travail artisanal. Et vous faites tout un modèle 3D, et après chacune des pièces, vous le faites faire, et chaque pièce, ça vaut très cher. Ce qui fait qu'à la fin, votre robot, il vaut 100 000 €, tout simplement, parce que chaque pièce est faite faire par quelqu'un qui veut payer pour ça, ce qui est normal. Maintenant, donc, comme arrivent ces imprimantes 3D métal, potentiellement, les robots peuvent s'auto-améliorer par ce biais-là. On pourrait très bien avoir un robot qui définit une nouvelle pièce. Alors, ça, mon bras ne me va pas, je pense à un nouveau bras et je la commande à l'imprimante métal qui me sort un nouveau bras, et on peut inventer sur quelque chose. Donc, si on va dans ça, oui, surtout les imprimantes métal, les imprimantes 3D ont été pensées par le MIT de cette manière-là, de manière récursive, avec une imprimante 3D, vous êtes capable de faire une autre imprimante 3D. Donc c'est assez étonnant au niveau de la fabrication. Donc si on applique ça au robot, on peut donner quelque chose de cet ordre-là aussi. C'est bon? Question? Comme vous voulez. On peut conclure. Hein. Ben voilà, donc j'espère ne pas vous avoir fait trop peur quand même. Donc ça vous a donné une idée de ce que l'homme et la machine peuvent faire ensemble. Je pense qu'on peut considérer qu'encore pendant au moins une trentaine d'années, ce sera une coexistence positive pour les deux. Ensuite, j'ai pas conscience en fait que les robots aient des besoins qui vont aller à l'encontre des besoins des humains au niveau des ressources. Donc, je ne sais pas trop ce que ça peut donner à la fin. Mais ce que je trouve regrettable, c'est que si on bloquait l'arrivée des ordinateurs, des intelligences artificielles, on se bouffe complètement une voie de peut-être une amélioration importante. Mais bon, c'est un peu comme si je suis solutréen et je me dis, ça sent bien la Jésus-Christ, et puis je trouve le feu, je me dis, ça brûle, donc je m'arrête là. Voilà, à un moment donné, il faut savoir contrôler. Et le problème, le contrôle actuellement, c'est qu'il est, alors là c'est quasiment politique, c'est qu'il n'est pas du tout laissé aucunement scientifique. On n'a plus aucun contrôle sur ce qu'on fait. Donc on nous demande de faire des choses, chaque scientifique fait une chose séparément de son voisin. On nous demande, le truc c'est publish or perish, on doit publier chaque année, autrement on est dévalué. Et donc, c'est peut-être normal, hein, mais bon. Et donc, surtout, on n'a plus aucun contrôle sur ce qu'on produit. Et moi, à mon niveau, c'est pas très grave, mais quand on pense à des recherches en chimie ou en génétique, peut-être c'est peut-être un peu plus grave. Donc, voilà, il faudrait à un moment donné peut-être changer ça. Mais bon, c'est un terme politique, je suis intéressé. Merci à vous. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха.
запрашиваем расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините.